Bon matin sur France 3 Bretagne, les vacances d'été arrivent et l'envie avec de profiter du soleil. Comment s'habiller, se protéger quand on sait que les températures vont grimper? Une émission conseil ce matin avec nos invités, mais avant, comme chaque jour, partons retrouver Evan. Evan, pour toi, ce n'est pas encore tout à fait les vacances, c'est plutôt une matinée studieuse qui s'annonce. Oui, salut Anne Fantet et bonjour à vous. Ce matin, retour sur les bancs de l'école. Je suis avec de futurs réalisateurs et réalisatrices en herbe au lycée Chateaubriand à Rennes. Et je suis surtout avec leur professeur, Marie-Claire, Marc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Claire, présentez-nous un petit peu cette section cinéma audiovisuel qui est vraiment une option dans le cursus des jeunes. Ça concerne combien d'élèves et pour quel niveau ? Alors, cette section cinéma qui vient d'ouvrir cette année au lycée Chateaubriand, elle compte pour l'instant 25 élèves en seconde, en option. Et l'année prochaine, il y aura des élèves en spécialité en première, qui seront sans doute autour de 35 élèves. Et pour l'année terminale, c'est encore un chiffre inconnu. Mais donc, oui, il faut attendre qu'ils arrivent jusqu'en terminale. Et il y a combien d'heures consacrées à ces disciplines dans leur emploi du temps à la semaine ? Donc, pour l'année de seconde, ils ont 3 heures consacrées à l'option cinéma audiovisuel. Donc, on se répartit entre des heures de théorie et puis des heures de pratique. Alors justement, la pratique, restez bien avec nous puisque d'ici la fin de l'émission, on va vous faire découvrir 2 reportages réalisés par les jeunes derrière moi qui peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Marc, vous avez aussi, dans le cadre de vos activités ici en classe, réalisé des fiches sur les métiers de l'audiovisuel, qui sont derrière nous d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Donc, qui sont bien là. Donc, on a ici, on a construit une frise, en fait, comment on fabrique un film, de l'écriture justement jusqu'à la diffusion. Et après, on a situé sur cette frise-là des métiers du secteur CAV, donc cinéma audiovisuel. Donc, les élèves ont travaillé beaucoup en groupe, ils se sont documentés. Après, ils ont fait des posters pour représenter ces métiers-là. C'est hyper bien, même j'apprends plein de choses sur aussi les stars d'Hollywood, Coppola, producteur, voilà. D'ailleurs, petit clin d'œil à notre productrice qui n'est pas sur votre tableau, ça va falloir que ça change. On va aller voir maintenant les élèves. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez aussi réalisé, comme des pros, des vidéos institutionnelles qui vous ont été demandées pour présenter les classes de prépa du lycée Chateaubriand. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez vraiment fait dans le cadre de la réalisation de ces vidéos ? Qui commence ? Allez. Du coup, on a écrit d'abord le projet de ce qu'on voulait faire. On avait chacun un thème, une question. Donc nous, c'était comment ça se passe quand on y est. Donc c'est assez large. Mais du coup, les professeurs, ils nous ont mis en contact avec les prépas. Et on avait déjà préparé nos questions, on les a interviewées. Et qui a fait le montage ? C'était tout le monde, c'était réparti. Et c'était la première fois, ça c'était notre premier projet de l'année important. Du coup, c'est avec ça qu'on a vraiment appris à monter et à tourner. Et tu te souviens de la question que tu posais aux étudiants ? Non. Ah non, je croyais que tu t'en souvenais. Bon tant pis, peut-être tout à l'heure, tu as encore un peu de temps pour t'en souvenir. En fait, ici, ce qui est super, c'est que vous avez aussi un fort lien avec le milieu professionnel, et notamment avec France 3 Bretagne, puisque les élèves ont été un peu un panel test d'une de nos émissions phares, Tic Tac, qui est diffusée le mercredi. Vous pouvez nous parler rapidement de comment s'est passée cette collaboration ? Oui, donc l'émission Tic Tac a vu le jour en septembre comme notre section. Donc on a trouvé ça intéressant de faire un partenariat. Donc toutes les semaines, Laurence Postic et Laureline Renaud nous envoyaient l'émission qu'on regardait avec les élèves. Ils faisaient un retour sur l'émission. Donc ils faisaient, on avait fait une grille, donc ils faisaient leurs remarques sur la forme, sur le contenu, ils proposaient des idées de thèmes pour les épisodes suivants, ils faisaient leurs remarques sur on sait qu'on peut compter sur vous, voilà. Ça c'est top. On va continuer à vous faire découvrir cette section cinéma audiovisuel du lycée Chateaubriand à Rennes. Dans quelques minutes, on va aussi vous diffuser leur propre réalisation. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et c'est le moment de profiter de ces belles journées ensoleillées. À l'approche de l'été, comment le faire en toute sécurité ? Eh bien, élément de réponse en chiffres et en images. C'est trop bon le soleil. Attention, tu deviens écarlate. Un Français sur 5 ne met pas de protection solaire à la plage. Si l'exposition raisonnable au soleil fait du bien au moral,
donne bonne mine et permet la synthèse de la vitamine D, si importante pour la santé, une exposition immodérée aux rayons ultraviolets peut être très dangereuse. Qu'on se le dise, la meilleure protection est vestimentaire. Chapeau à bord large, t-shirt, lunettes de soleil s'imposent absolument l'été entre midi et 16 h. Et si vous exposez votre peau, la crème solaire est indispensable. Elle doit être choisie en fonction de son indice de protection, IP, ou FPS, pour facteur de protection solaire. On choisira par exemple 40-50 pour une forte exposition ou pour les peaux claires et les enfants. Important, on renouvelle l'application toutes les 2 heures maximum et après chaque baignade. Attention, les enfants reçoivent 2 à 3 fois plus de soleil par an que les adultes. À l'âge de 15 ans, ils auraient consommé 35 à 40% de leur capital soleil. Il convient donc de bien les protéger. Soleil à consommer avec modération. Et c'est important de le rappeler. On poursuit la discussion avec le docteur Henri Adamski. Bonjour. Vous êtes dermatologue au CHU de Rennes et avec vous Estelle Auguin. On parlera vacances avec des jeunes en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous les deux. Alors d'abord, cette première question, docteur, pourquoi il est important de se protéger du soleil ? Oui, donc en fait, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, a jugé que le soleil est responsable des cancers cutanés. Et donc, on sait qu'il y a 2 types de cancers cutanés. Donc, tout d'abord, les mélanomes qui peuvent apparaître à tout âge. Et donc, c'est un cancer où on retrouve la notion de coup de soleil important dans l'enfance, d'où l'importance de se protéger. Dès tout petit. Dès tout petit, tout à fait. Et puis, en fonction de ce qu'on appelle le phototype, la peau claire. Et puis, il y a un autre type de cancer cutané qu'on appelle les carcinomes, où c'est lié à la dose UV reçue dans sa vie. Oui. Et donc, ces carcinomes apparaissent plutôt chez les sujets âgés. Donc, il faut savoir que le Soleil, en fait, c'est une planète complexe, puisqu'il y a comme dans le reportage, il y a des effets bénéfiques. Et donc, en fait, dans le Soleil, il y a plusieurs rayonnements. Donc, il y a les infrarouges qui nous apportent de la chaleur. Il y a aussi les UV, donc les UV qui peuvent être responsables des cancers, mais aussi qui peuvent aussi être, comme le reportage l'a dit, facteur de la synthèse de la vitamine D. Et aussi, ça a des vertus thérapeutiques, puisqu'on l'utilise en médecine, en dermatologie, pour soigner des maladies chroniques comme le psoriasis, l'eczéma et certaines formes de cancer qu'on appelle les lymphomes. Et donc, voilà, vous voyez là, un peu la complexité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le soleil, il y a du bon et du mauvais. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de l'Organisation mondiale de la santé. Elle indique qu'à l'heure actuelle, on recense 2 à 3 millions de cancers de la peau. Est-ce que le danger du soleil, finalement, il est sous-estimé souvent par les personnes, docteur ? Alors, je pense que les gens savent que le soleil est responsable des cancers cutanés. Par contre, c'est que les gens sous-estiment la protection. Donc, les gens pensent que la protection, on se protège très bien avec la crème solaire. Non, la meilleure photoprotection, c'est les vêtements. Et aussi, ils sous-estiment les applications. C'est-à-dire, les applications, il faut savoir les renouveler, notamment après une baignade, après une transpiration, après un exercice sportif important. Et aussi, en Bretagne, comme il y a des journées qui sont ensoleillées, mais il y a aussi des journées qui sont nuageuses. Donc, il faut justement se protéger autant parce qu'on reçoit les UV et les UV passent les nuages, alors que les infrarouges sont arrêtés. Et les infrarouges, c'est ce qui apporte la chaleur. Et les gens pensent que comme il fait froid, il y a moins d'UV. Il faut faire attention aux journées nuageuses. À partir de combien de temps d'exposition le soleil est dangereux finalement ? Ça a été abordé dans le reportage. Il y a le capital soleil, c'est-à-dire que le capital soleil, c'est une entité un petit peu arbitraire où on dit à partir qu'on dépasse le capital des UV reçus, on a un risque de cancer. Et donc, on sait que maintenant que la moitié du capital soleil est consommé jusqu'à l'adolescence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger toute sa vie pour garder ce capital soleil pour éviter d'avoir les cancers cutanés. Le capital soleil qui commence dès qu'on est tout petit. Estelle Auguin, vous qui emmenez des enfants en vacances, quels sont les conseils que vous donnez aux parents, en tout cas dans la liste qu'ils doivent fournir quand ils partent en colonie avec vous ? Alors,
Essentiellement, c'est chapeaux. On répète à longueur de séjour, mettez vos chapeaux. Et puis, régulièrement aussi, on donne des temps pour qu'ils mettent de la crème solaire. Donc, ça, c'est un peu, vous savez, comme à la maternelle, où régulièrement, ils vont se laver les mains. Bon, ben nous, c'est régulièrement, on leur dit, allez hop, là, c'est tout le monde, allez, on se met de la crème solaire, ils s'entraident, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Après, bon, ils sont habillés, hein, mais notamment quand ils vont se baigner, par exemple, aussi, on leur dit de mettre le t-shirt quand ils ne sont pas dans l'eau. Donc la meilleure protection finalement contre le soleil, ça reste les vêtements, docteur. Oui, mais il faut que les vêtements soient adaptés en fonction de l'exercice physique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des vêtements lâches, légers. Et donc on peut acheter dans les grandes surfaces, il y a ce qu'on appelle les UPF, donc c'est les facteurs de protection solaire, où justement ça a un rôle de protection. Et puis il faut que ce soit des vêtements qui soient couvrants, c'est-à-dire le cou et puis qui couvrent les bras. Mais la tête aussi. Mais voilà. Et alors les chapeaux, justement, il faut se protéger également les oreilles, parce que les casquettes c'est très bien, mais si on met le chapeau, il faut mettre de la crème solaire sur les oreilles. C'est vrai. Et notamment chez les garçons. On n'y pense pas souvent, les coups de soleil sur les oreilles. Alors évidemment, l'autre incontournable, c'est la crème solaire. Ce n'est pas le choix qui manque. On va écouter cette question de Mélanie. Bonjour, j'avais une question concernant le capital solaire. Donc j'adore le soleil, j'ai une peau relativement blanche et du coup j'attrape facilement des coups de soleil. Donc j'utilise de la crème quand j'y pense, mais parfois on ne se rend pas forcément compte que ça tape aussi fort. Donc je voulais savoir si avec la peau blanche, est-ce que j'ai moins de capital solaire et du coup comment faire pour garder une peau qui ne s'abîme pas ou en tout cas moins. Merci beaucoup, au revoir. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mélanie, docteur ? Merci Mélanie, elle a abordé beaucoup de sujets. Donc effectivement, on en a déjà discuté auparavant. Donc comme je l'ai dit, les cancers cutanés dépendent de ce qu'on appelle le phototype. Donc le phototype, c'est un peu une classification ancienne qui est clinique, c'est-à-dire sur la peau claire, sur la carnation claire, qui en font de 1 à 6. Donc plus on a la peau claire, donc c'est 1, phototype 1, phototype 5, c'est la peau mate. Moi, c'est 6 peut-être. Oui. Ok, d'accord. Mais bon, et puis il y a la couleur des cheveux, il y a les yeux, et aussi la capacité à bronzer. Donc justement, les autorités de santé ont discuté justement pour savoir comment se protéger avec l'aide de la crème solaire en fonction du phototype. Donc c'est sûr que pour Mélanie qui a la peau claire, il faut qu'elle se protège davantage que quelqu'un qui a ma couleur de peau, par exemple. Alors justement, il y a ce qu'on appelle le facteur de protection solaire qui est affiché sur les crèmes solaires. Donc justement, pour Mélanie, c'est plutôt du 50 plus, ça dépend de l'activité, mais chez la peau mate, on peut descendre à 12-20. Donc c'est pour ça parce que c'est la capacité à bronzer. Le bronzage est une adaptation pour se protéger du soleil, mais qui est insuffisante. On va écouter cet autre témoignage de Mélanie. On a deux Mélanie ce matin comme témoignage. Un mois avant de m'exposer au soleil, je prends des gélules pour préparer mon corps, ma peau au soleil. Ensuite, une fois que je suis au soleil, je mets de la crème solaire indice 50 pendant 2-3 jours à peu près. Une fois que ma peau a bien imprégné le soleil, je passe au monoï. Et j'ai remarqué que depuis que je prends les gélules pour préparer ma peau avant le soleil, j'ai remarqué que je prenais moins de coups de soleil qu'avant, ou du moins j'ai l'impression d'en prendre moins. Alors docteur, préparer des gélules, préparer sa peau avec des gélules, fausse ou bonne idée ? C'est une question très intéressante parce qu'il n'y a pas que Mélanie qui a eu cette idée, il y a eu des études. Hein. Il y en a des milliers. Non, mais il y a eu beaucoup d'études sérieuses pour voir s'il faut préparer sa peau au soleil avec des compléments alimentaires. Donc ça a été débattu avec des résultats très contradictoires et très controversés. Donc actuellement, non, c'est pas raisonnable de se préparer la peau au soleil en prenant des gélules. C'est vrai que, comme le dit Mélanie, ça peut diminuer ce qu'on appelle le coup de soleil, parce que le coup de soleil, c'est une forme d'alerte, mais on ne sait pas. Justement, les gens, ils ont moins de coups de soleil, donc ils s'exposent plus, donc ils s'exposent à plus d'UV, et donc les dégâts peuvent être plus importants qu'on le croit. Donc là, actuellement, la conception de se préparer la peau au soleil avec des compléments alimentaires, c'est
non, après, peut-être les choses vont changer, mais actuellement, c'est très controversé avec des Avec formes. l'état des recherches, c'est pas encore et puis tout ça à peut fait... être aggravant même des fois. Elle a parlé aussi du Moneuil. On voit tous plein de personnes se badigeonner de Moneuil à la plage. Oui, il y a aussi le thé. À quoi faut-il être vigilant dans ces cas-là ? Non, mais moi, je réitère, c'est-à-dire qu'il faut se protéger en fonction de son phototype, avec la photoprotection vestimentaire, avec les règles de se protéger surtout quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire entre midi et 16 heures, se réappliquer la crème. Alors, donc, je voulais juste aborder pour les compléments, justement, il y a un autre sujet que les gens connaissent moins, c'est les allergies solaires, où là, certains compléments alimentaires, notamment le bêta-carotène ou la vitamine PP, peut protéger justement des allergies solaires, et notamment, c'est une qui est la plus connue, c'est ce qu'on appelle la lucite estivale bénigne. La lucite, qui touche à peu près 20% des Français, de la population française, pardon, des jeunes, des adolescents, et notamment les femmes, et qui... ça survient le soir de la forte exposition solaire, et ça dure une dizaine de jours, et après, en se réexposant progressivement, cette allergie disparaît. Et là, justement, les compléments alimentaires, certains sont intéressants et peuvent protéger, mais pas un but de se protéger du cancer. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de retrouver Evan, qui, je vous le rappelle, s'est invité ce matin au lycée Chateaubriand, on va regarder justement le reportage des élèves qui s'initient aux techniques du journalisme. Un silence de mort, les lumières éteintes. Depuis le 15 mars et pendant 14 mois, les 5 salles du cinéma Arvor n'ont jamais vu âme qui vive. Les bâches, pour les protéger de la poussière, ont remplacé les spectateurs. Impossible de faire autrement face aux règles gouvernementales. On subit plus qu'on agit, on est considéré comme établissement non essentiel, donc on ne figure pas au même titre que l'alimentaire ou autre pour pouvoir maintenir notre activité. On attend. Pour les 8 salariés, il y a eu un espoir de rouvrir courant décembre, mais face à la progression de l'épidémie, cet espoir a été vite déçu. Côté finances, il a fallu tenir. Heureusement, les charges fiscales ont été suspendues, mais l'Arvor n'a pas fait appel aux aides de l'État car l'entreprise avait anticipé le pire. On a aussi quelques réserves aussi, qui nous permettent de maintenir notre trésorerie à flot. On peut encore être toujours debout. Voilà. Depuis le 19 mai, les tickets retrouvent progressivement acquéreurs. 3135 entrées pour la première semaine, en tenant compte de la jauge de 65%. Même si pendant le confinement, les Français ont pris des nouvelles habitudes de consommation avec les plateformes, ici, on croit toujours à l'ambiance si particulière des séances sur grand écran dans l'obscurité. Contrairement aux plateformes où on peut être aussi bien sur un téléphone portable ou un smartphone, on n'est pas emporté de la même façon lorsqu'on est dans une salle de cinéma où il y a une communion aussi des spectateurs face à l'œuvre. L'Arvor revoit la lumière. Mais on attend, bien entendu, que ce cinéma soit agité et vive pleinement de ses spectateurs. Et justement, Evan, tu es en compagnie de ces élèves qui ont réalisé ce reportage. Anne Fantet, je pense qu'on va pouvoir les embaucher. Oui, je suis avec Jeanne, Titouan et Eliana qui ont réalisé le reportage que vous venez de voir. Et puis vous êtes étudiant ici en seconde au lycée Chateaubriand à Rennes. Jeanne, pourquoi avoir choisi de faire un sujet sur le cinéma en temps de Covid ? Donc on voulait parler du coup des cinémas en temps de Covid et d'un côté des salles vides, rendues vides et sans spectateurs, et aussi de l'autre côté la production de films qui ne s'arrêtait pas et qui continuait encore pendant le Covid. Toi, tu vas souvent au cinéma ? Ouais, je vais souvent au cinéma, j'essaie d'y aller une fois par semaine en ce moment parce que du coup ça a rouvert. Et avant, c'était plus possible. Donc, non, ça c'est sûr. Titouan, comment est-ce que vous avez organisé la production de votre reportage ? Eh bien, en gros, on a tout écrit de A à Z, les scripts, les questions, et tout ça. Après, on a appelé... Sur ce document-là, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Après, on a appelé le cinéma Arvor et la société de production Vivement Lundi afin de pouvoir tourner dedans. Et après, on est passé au montage et puis... ça nous a passé pas mal de temps. Bon, au niveau des questions, Eliana, vous aviez prévu beaucoup de questions ou comment vous avez organisé le contenu vraiment du reportage ? Quand on a
créer en fait, le reportage, l'envie de le faire. On a fait environ 12 questions, vraiment une dizaine. Et lors du montage, on en a gardé 2-3. Ah oui, c'est pas frustrant ça? Ouais. Ça fait bizarre de couper au montage et de voir plein d'images qui partent, dont on était fiers, quoi. Donc, Ça vous a pris combien de temps au total pour de l'écriture jusqu'à la fin du montage? En gros, avec le confinement, enfin le 3e confinement, ça nous a pris 3 mois. Et vu que, après, ça dépendait si on habitait plus ou moins loin de Rennes, on pouvait, oui ou non, se déplacer pour tourner et monter. Apprendre l'audiovisuel en visio, c'est un peu compliqué. Pour le montage, par exemple, vous aviez quand même le droit de venir ici? Ouais, justement, on avait le droit de venir ici, c'était pratique. Et toi, Jeanne, c'est donc toi qui es allée faire les images? Ouais, donc moi j'étais pile dans la limite des 10 km, donc j'ai quand même pu aller filmer à l'Arvor avec Eliana. Et donc on s'est rendu au cinéma avec de la chance du coup, parce qu'on était quand même assez frustrés de savoir si on pouvait y aller ou pas. Et ça va, il est sympa le patron du cinéma? Ah oui, il est super sympa. Voilà, comme ça, j'espère qu'il vous regardera. Ouais. Eliana, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire cette section cinéma audiovisuel? J'aime beaucoup tout ce qui est montage, tout ce qui est cinéma. Et donc quand j'ai su qu'il y avait une option au lycée Chateaubriand, j'ai eu envie de découvrir un peu tous les métiers du cinéma. Et donc là... Et t'aimerais devenir une future réalisatrice peut-être? Oui, j'aimerais bien. Que réalisatrice? Non, j'aimerais faire plusieurs métiers, être dans la médecine et créer des petites vidéos en fait pour les enfants, pour leur expliquer les maladies de manière beaucoup plus simple. Ah, ça c'est chouette en tout cas. Peut-être youtubeuse en médecine, mais en tout cas merci beaucoup, bravo à vous. Et puis maintenant j'ai aussi trouvé une remplaçante, Anne Fanté, qui va lancer le sujet de tout à l'heure. On t'écoute si tu veux. Restez avec nous, on va regarder un reportage d'une journée du lycéen créé par Ewen, Shana, Zoé et Nadina. Bon voilà, je crois que j'ai trouvé une remplaçante. À toi, Anne Fanté. Eh bien, c'est très prometteur, Evan. À tout à l'heure. Il y a comme un avant-goût d'été sur ce plateau. L'occasion pour nous de vous parler solidarité et bénévolat dans notre boîte à idées du jour. On vous propose d'accompagner des jeunes en vacances. Regardez. Tu sais que certains ne partent jamais en vacances? Oui, mais on peut les aider. Depuis 50 ans, chaque année, l'association Vacances et Familles permet à plus de 1000 familles qui n'en ont pas les moyens de changer d'air et de partir pendant les mois d'été. Pour cela, 1500 bénévoles les accompagnent dans leurs projets avant, pendant et après leur séjour. Être à l'écoute des envies, des besoins, co-organiser et aussi participer à certaines animations constitue une expérience de solidarité irremplaçable. Félicie, 28 ans, est bénévole depuis 3 ans. Le bénévolat à Vacances et Familles, c'est avant tout des rencontres humaines avec un très large public qui nous permettent à tous de créer des liens interculturels hyper enrichissants. Avoir la chance de pouvoir permettre à des familles, des jeunes, des enfants d'avoir un moment de répit dans leur quotidien et contribuer à leur apporter de bons souvenirs, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ce que j'aimerais le plus dans les années à venir, c'est tout simplement que l'association puisse se développer partout en France et aider encore plus de familles dans le besoin à partir en vacances. Si vous aussi vous êtes convaincu que tout le monde a droit à des vacances, rejoignez Félicie et les autres bénévoles. Autre idée d'évasion pour les plus jeunes d'entre nous, l'association Écolo à Rennes propose des séjours tournés vers la reconnexion à la nature. Et Estelle Auguin, vous êtes coordinatrice de cette association. Alors j'imagine que vous devez être dans les derniers préparatifs de l'été là. Oui, tout à fait. Ce week-end, il va y avoir les animateurs qui vont se retrouver pour pouvoir préparer les séjours. Ça a été facile de se projeter quand on voit ce que l'on traverse aujourd'hui avec le Covid ? Alors, depuis 2 ans, c'est vrai que c'est difficile de se projeter, mais c'est vrai que cette année, on s'est posé moins de questions, parce que comme l'année dernière, on a réussi à organiser, on s'est dit ça ne pourra pas être pire. Donc voilà, on s'est dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on organise des séjours pour les enfants, c'est important pour eux. Donc, Et justement, quel type de séjour vous organisez cet été ? Alors, nous, on organise des séjours de vacances qui sont citoyens et éco-responsables. L'idée, c'est d'être connecté à la nature. Donc, on est en pleine nature, on est dans les bois, on dort sous tente.
Et puis, on fait des choses en lien avec la nature. Donc, il y a une ferme pédagogique. On va se promener et découvrir la forêt, les animaux. On écoute les bruits la nuit, etc. Nous organisons aussi, en fait, des temps de réflexion avec les enfants. Donc, c'est un temps d'agora tous les matins pour pouvoir décider qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comment on s'organise. Donc, ça permet aux enfants de décider ce qu'ils vont faire. Les animateurs peuvent aussi proposer leurs idées d'activités. Et une des activités qui est très importante à Écolo, c'est la cuisine. Parce qu'on mange sainement, donc on essaye de se fournir auprès des producteurs locaux. Les enfants peuvent aussi aller récolter les produits localement. Et puis on passe beaucoup de temps à cuisiner, à choisir ce qu'on va manger, etc. Donc, voilà. Et pourquoi c'est important pour vous de co-construire à la fois les activités et les règles de vie ? Eh ben c'est vraiment un temps de citoyenneté, apprendre aux enfants à construire leurs vacances, c'est leur donner la parole. Pour nous, les 3 valeurs qui nous animent, c'est la créativité, l'autonomie et la coopération. Donc on permet aux enfants d'être dans un cadre où ils vont pouvoir être autonomes, ils vont pouvoir choisir, mais aussi pouvoir faire par eux-mêmes certaines choses. Par exemple, on leur apprend à utiliser des outils tels que des couteaux pour pouvoir faire des cabanes. Bon, ben, on va leur faire passer un permis couteau. Comme ça, on va leur donner les règles et leur permettre d'être autonomes dans cette utilisation, évidemment, sous la surveillance d'adultes. Mais c'est aussi pouvoir décider ensemble de comment on va faire pour faire la vaisselle, pour s'organiser au quotidien. Et ça permet aux enfants de s'exprimer en public, s'exprimer auprès des autres, choisir, enfin aussi réfléchir à exprimer leurs idées pour pouvoir les défendre. Et sinon, quelle est votre inspiration en termes de pédagogie? Parce que... Oui, alors nous, on est inspirés par deux grands qui sont Maria Montessori et puis Edgar Morin. Donc Maria Montessori nous inspire beaucoup en tout ce qui est justement de préparation de l'environnement pour permettre l'autonomie des enfants. Et puis Edgar Morin sur tout ce qui est la réflexion sur la complexité. De fait, Écolo fait partie d'un écosystème plus large qui s'appelle l'école du sens, où on fait de la recherche en pédagogie. Et donc, l'année prochaine, on devrait ouvrir un collège inspiré aussi de Maria Montessori et d'Edgar Morin pour relever les défis de notre société, le défi écologique, bien évidemment, mais aussi le défi de cette société complexe. Comment on fait pour pouvoir aborder cette société complexe? Les écrans, la place des écrans aujourd'hui dans notre société, la fragmentation de la société, tout ça sont des défis énormes. Et nous, ce qu'on veut, c'est préparer les jeunes à savoir affronter ce demain qu'on ne connaît pas en étant créatifs, autonomes et coopératifs. Et à noter, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent bénéficier du dispositif Vacances apprenantes. Et dernière question, est-ce qu'il vous reste des places pour cet été? Oui, il nous reste quelques places, notamment sur les séjours thématiques, le séjour ado, où le thème, c'est justement « Prends la parole ». Donc, il va y avoir plusieurs propositions qui seront faites autour de la prise de parole en public. Et puis, le séjour franco-allemand pour les 8-15 ans, où là, ça va être le même projet pédagogique, mais avec la rencontre interculturelle avec des Allemands qui seront présents dans le séjour. Quand je vous écoute, j'ai envie de retourner en colo. Merci beaucoup Estelle Auguin d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde n'aura pas en revanche la chance de partir en vacances. Travail oblige. On vous présente ce matin le portrait de Sylvain. Il est confiseur. Je graisse un petit peu le cylindre pour bien passer le sucre sur les violettes. Et je m'assure qu'il y ait assez de sucre qui arrive sur le cylindre pour que ça remplisse bien le moule. Je m'appelle Fabien Pinchot et je suis confiseur depuis 6 ans. Alors là, on est actuellement chez une confiserie qui est plus que centenaire, qui a 121 ans. Nous, ici, on fait des bonbons de sucre cuit. C'est un sirop de sucre qui est cuit et qui donne une forme figée et qui ne bouge pas et qui est dure. C'est une matière qui est assez particulière quand même. C'est une pâte de sucre assez liquide quand même, chaude, il faut faire attention. Et on peut lui donner la forme qu'on veut. C'est ça qui est intéressant. Il faut être très organisé. Il faut être méticuleux au niveau des quantités qu'on doit mettre.
Il faut savoir suivre un travail d'équipe soutenu quand même. On a un minuteur sur le cuiseur, donc toutes les 6 minutes à peu près, on a 37 kg de sucre qui sortent. Donc il faut être capable de gérer les 37 kg en 6 minutes. Ce qui me plaît, c'est le fait que ça soit un métier assez original. C'est un métier qui fait un petit peu rêver, c'est ça. Et puis il faut être un petit peu gourmand aussi. Hein. J'aime les bonbons, j'en mange encore. Et j'en mangerai encore, je pense, tant que j'aurai suffisamment de dents et pas de diabète. Quand on dit aux gens, voilà, on fait des bonbons, tout de suite, ah les gens, ah c'est super, ah qu'est-ce que tu fais? Quel genre de bonbons? Donc je leur explique des bonbons à l'ancienne, des bonbons de sucre cuit. Je leur cite quelques bonbons que nous faisons et tout de suite, ça leur rappelle pour les plus anciens leur jeunesse, hein, avec des bonbons plus vieux. Et puis d'autres, ça leur rappelle des bonbons de tous les jours qu'ils retrouvent sans s'en rendre compte. J'en suis super fier parce que quand je vois avec mes grands-parents que je leur ramène des bonbons que je fais maintenant, qui leur rappellent de leur jeunesse d'il y a 40 ou 50 ans, c'est sûr que ça fait quelque chose. Hein. Ça perpétue des traditions, ça perpétue un savoir-faire aussi, qui passe de génération en génération et qui, j'espère, restera le plus longtemps possible. Vous nous avez donné faim, Sylvain, sur le plateau, le ventre qui gargouille. Plus d'infos sur ce métier avec Caroline Cocagne. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes conseillère à Pôle emploi Brest. Alors ce qu'on comprend bien, c'est que le confiseur est maître d'orchestre de sa production finalement de A à Z. Tout à fait, il conçoit en fait, il crée et conçoit. Là, dans le reportage, on avait des confiseries traditionnelles, donc issues des recettes. On peut aussi avoir un peu plus de créativité, il faut toujours se remettre en question sur ce type de métier. Quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier ? Il y a de nombreuses formations, on peut passer par l'apprentissage, avec les CAP, des brevets aussi, des brevets techniciens, mais on peut aussi se réorienter en fait, en tant qu'adulte sur des métiers de chocolatier et de confiseur. C'est un secteur qui recrute en Bretagne ? Alors c'est un secteur qui recrute. En fait, on a le métier de confiseur, mais c'est lié aussi à une activité parfois de chocolatier et de pâtissier. Donc tout est lié en fait. Donc on a 22 offres par exemple actuellement pour des chocolatiers, mais en tout on va avoir au moins 500 offres sur l'ensemble de ces métiers de bouche liés à la sucrerie. Il faut être créatif comme l'évoquait Sylvain. Quelles sont les qualités qui serviront d'atout aux candidats à ces postes ? Alors il faut être minutieux. Il faut être rigoureux, il faut avoir le sens du détail. Et pour la personne qui souhaite se mettre à son compte, il faut aussi avoir le sens du contact et le plaisir de travailler avec ses clients. Et quel salaire peut-on espérer quand on débute ? Alors dans le domaine de l'agroalimentaire et de la grande distribution, on va être entre le SMIC et à peu près 2 000 €. Et après, quand on est à son compte, tout dépend de la renommée de la personne. On peut aller de 3 000 à 4 000 €, voire plus peut-être. Ce qu'on en souhaite à tous les candidats. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces informations. À bientôt. Avant de prendre à nouveau la direction du lycée Chateaubriand où Evan fait ses classes ce matin, voyons ce deuxième reportage qui avait été joliment lancé par Anaëlle tout à l'heure. En cette période de Covid, les lycéens découvrent de nouvelles manières de travailler. Une alternance entre les cours en distanciel et les cours en présentiel. Avantages, désavantages, nous allons le découvrir à travers 2 exemples. Zoé en présentiel et Jonas en distanciel. Je m'appelle Jonas Laredon, je suis en seconde 7 à Chateaubriand et j'ai 15 ans. Et là, on va passer sur un rythme de 2 semaines de présentiel et 1 semaine de distanciel. Mes parents sont séparés, du coup j'habite chez ma mère pendant le distanciel. Tous les matins je viens chez mon père parce que c'est là où il y a l'équipement nécessaire pour bien travailler. Actuellement je suis en cours de sport et on est en train de faire de l'athlétisme sur notre stade. Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est comme ça. Comme différence avec les autres cours de sport que j'ai pu avoir en fait les années précédentes, on n'a pas du tout de sport avec des contacts ou alors des sports collectifs. Je suis en visio de mon cours d'Abibac en allemand du coup. On est sur un nouveau chapitre parce qu'on avait fini mais avec le confinement on n'a pas pu évaluer. Il y a beaucoup plus de travaux écrits. Avec la section que je fais, c'est quand même beaucoup mieux d'être en présentiel parce que pour apprendre une langue, le plus important c'est de la parler. Là je suis en cours de français et moi je préfère la dynamique de groupe et de classe qu'on va avoir durant les cours avec un professeur et des élèves dans une salle qui finalement travaillent seul chez moi devant l'ordinateur. Ça permet d'avoir un climat qu'on connaît déjà et qui nous semble plus adapté. Les cours en présentiel et en distanciel ont tous deux leurs avantages et leurs problèmes.
Quel est le meilleur moyen de travail? Certains préfèrent avoir la liberté de travailler seuls, tandis que d'autres préfèrent le climat de la classe. Malgré des journées et un rythme différent, le travail continue et les élèves poursuivent leur apprentissage. Super reportage. Chapeau à ces lycéens. La relève est presque assurée. D'ailleurs, tu as encore quelques questions, Evan, à ces apprentis journalistes. Toujours au lycée Chateaubriand à Rennes. Et maintenant, on va aller poser des questions à l'équipe qui a réalisé le reportage que vous venez de voir. Ah, merci Camille, grâce à toi j'ai pu faire une petite pause. C'est super, tu vas pouvoir me remplacer l'année prochaine. Merci. En effet, Fanté, on va poser des questions maintenant à toute l'équipe qui a réalisé le reportage. On va commencer avec toi Nadina. Comment est-ce que vous avez construit le reportage et pourquoi vous avez envie de parler de la vie lycéenne en temps de Covid? On a remarqué qu'il y avait beaucoup de différences entre une journée en distanciel et en présentiel. Donc on a commencé par rédiger à l'écrit toutes nos idées dans des tableaux. Et on voulait vraiment marquer les différences. Donc on a fait des contrastes en présentiel avec, par exemple, être seul chez soi ou être entouré d'amis en cours. Et le projet, il a beaucoup changé depuis le début parce qu'avec les confinements, on n'a pas pu tourner chez les mêmes personnes. Il y avait la distance de 10 km qu'on pouvait... C'est bien, ça vous apprend à être flexible. Oui, c'est ça, vraiment. On a dû s'adapter. Zoé, c'est toi qu'on voit dans la vidéo. Oui. Est-ce que tu peux, je vais me mettre à côté de toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous composez une image? Dans le métier, on parle de la règle du tiers. Comment vous avez fait pour vraiment filmer toutes les images d'illustration? En fait, on a eu pas mal en fait, de cours assez théoriques en début d'année et qui nous ont beaucoup servi finalement pour ce projet-là. Après, on n'a pas vraiment choisi nos valeurs de cadre et nos plans à l'écriture. Donc pas de storyboard à l'avance? Pas trop, non. On a plutôt fait ça sur le vif en fait durant le tournage pour s'adapter à l'environnement et puis aux personnes qui voulaient être filmées ou non, etc. Bon alors justement, on parle de tournage. Ewen, quel matériel est-ce que vous utilisez? Donc lors des tournages, on utilise des caméras comme celle-ci, des zooms pour le son. Alors attends, un zoom pour le son, moi j'ai pas compris. Comment un zoom, c'est pour grossir l'image? Non, un zoom c'est ça, donc c'est pour enregistrer le son. D'accord. On met des écouteurs dessus. Ok. Et les caméras, vous en avez une par groupe? Oui. Et ensuite, vous mettez tout ça sur l'ordinateur? Oui. Et alors le montage, tu vas nous expliquer, Shana? Alors du coup, on fait le montage sur un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve. Ah oui, qu'on voit sur votre écran là? C'est ça. Alors du coup, dans notre groupe, on a pris la décision de monter une partie à la maison, donc la partie distancielle avec Jonas. Et après, quand on est retourné tous ensemble au lycée, on a monté tout ce qui est la partie présentielle. D'accord. Et c'est pas trop difficile d'être à 4 sur un montage? Un petit peu. Du coup, c'est vrai qu'il y a toujours 2 personnes un peu devant l'ordinateur et les 2 autres, elles sont là quand même pour regarder, pour voir s'ils sont d'accord avec tout ce qu'on fait et tout. Toi, ça te plairait de devenir monteuse plus tard? Oui, beaucoup. Oh, c'est bien, ça suscite des vocations. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui savent déjà ce qu'ils vont faire plus tard? Moi, j'aime bien travailler dans le cinéma, soit en tant que réalisatrice, soit faire des décors ou de la lumière, plutôt sur de la fiction pour le coup. Moi et les autres? Moi, je sais pas encore, mais le secteur du cinéma, il m'attire beaucoup. Moi aussi, et j'aimerais combiner ça avec les langues. L'anglais, par exemple, faire des voix off. Ah oui, très bonne idée. Oh là là, c'est super de voir tous ces jeunes motivés. Merci en tout cas à vous 4 et puis à tous vos collègues aussi des autres classes et à vos profs et à tout le monde ici au lycée Chateaubriand. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Je vais me relever parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Merci beaucoup, Evan. Merci également à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de cette émission. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite d'ici là une bonne journée et à demain.